De la cellule à l'organisme, de la molécule à l'écosystème, le vivant foisonne. Jusqu'ici, la biologie s'était attachée à l'observer pour mieux le comprendre, le maîtriser, voire même l'utiliser. Aujourd'hui, les chercheurs veulent inventer et fabriquer de nouveaux organismes, bref, synthétiser le vivant. C'est le pari d'une nouvelle technoscience, la biologie de synthèse. Une biologie 2.0 qui promet de résoudre tous nos problèmes. S'agit-il d'une nouvelle et ultime révolution industrielle ? Ou est-ce le contraire ? En touchant au vivant dans de telles proportions, ne prenons-nous pas de risques inédits ? Et c'est pour répondre à ces questions que je suis parti à travers le monde. Pour rencontrer les plus grands chercheurs dans le domaine, pour apprendre, découvrir, jusqu'à parfois ne plus rien comprendre. Le jour viendra où, pour obtenir une substance chimique particulière, nous fabriquerons sur mesure la cellule qui la produira. Il y a tant de possibilités et on veut être sûr de n'en retirer que des bénéfices. Alors on essaie d'identifier la moindre faille ou le moindre risque pour les atténuer. Si cela permet autant de choses, et si cela doit avoir des répercussions aussi importantes, ralentissons. Prenons le temps de réfléchir avant de commercialiser ces technologies. Ma première surprise est de découvrir que des applications sont déjà à l'étude, voire même très avancées. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles promettent beaucoup. Elles promettent d'inventer ce que la nature n'aurait jamais fait. Étonnant, non ? En tout cas, tout de suite, ça excite ma curiosité. Je tombe par exemple sur l'histoire d'un scientifique américain qui, près de San Francisco, utilise une levure, cet étonnant champignon unicellulaire, pour produire une molécule contre la malaria. Direction la côte ouest des États-Unis. Une levure, c'est pour faire du pain ou de la bière. Eh bien justement, ce n'est pas dans un laboratoire que m'a fixé rendez-vous ce chercheur, mais dans une microbrasserie. Bienvenue. Je m'appelle Jake Isling, je suis professeur à l'Université de Californie à Berkeley. Je suis aussi le PDG du Joint Bioenergy Institute à Emeryville en Californie. Je définis la biologie de synthèse comme l'ingénierie de la biologie, la capacité de manipuler des systèmes biologiques pour remplir une fonction précise. Jake Isling est l'une des stars de cette discipline émergente. Tout en me décrivant étape par étape le processus de fabrication de la bière, Jake Isling me raconte qu'il s'est fait connaître pour ses recherches sur l'artémisinine, une molécule découverte dans les années 1970 pour lutter contre la malaria. Jusqu'à présent, cette molécule était extraite d'un petit arbuste rare qui ne pousse que dans quelques régions du monde. Jake Isling a trouvé une autre manière de la produire, en modifiant le génome d'une levure. Nous avons pris les gènes de la plante qui produit naturellement l'artémisinine et nous les avons implantés dans la levure. Ensuite, c'est exactement comme brasser de la bière. Vous mettez la levure dans des fûts avec de l'eau, du sucre et d'autres nutriments. La levure se met à croître et plutôt que de fabriquer comme d'habitude de l'éthanol, en faisant de la bière et du vin, elle fabrique de l'acide artémisinique, un précurseur de l'artémisinine. On utilise ensuite un procédé qui transforme l'acide artémisinique en artémisinine. Cette fois, heureusement, c'est encore de la bière qu'il me fait goûter. Mais à l'écouter, ça semble si simple. Fabriquer une nouvelle levure et lui donner un rôle auquel la nature n'aurait jamais pensé, moi, ça me fait tourner la tête. Ou alors c'est la bière. En tout cas, lui, je ne pense pas que ce soit en buvant des bières que cette idée lui soit venue. Et effectivement, il m'emmène sur le campus de l'Université de Californie à Berkeley, où il a fait ses premiers pas à une époque où la biologie de synthèse n'existait pas encore. La génétique m'a toujours fasciné. C'est pour cela que j'ai fait de la biologie et de l'ingénierie. J'ai commencé comme professeur adjoint. Très vite, j'ai réalisé que je n'avais pas grand-chose comme outil pour modifier le métabolisme des cellules. Alors, avec mes étudiants, j'ai lancé des recherches pour développer des outils dans ce but.
Mais on ne peut pas développer des outils sans les utiliser. Il faut prouver qu'ils peuvent servir à quelque chose. J'ai donc réfléchi dès le départ à leurs applications pratiques. Et en réfléchissant sur les applications possibles, nous sommes tombés sur l'artémisinine. J'avais étudié la malaria en cours de microbiologie à la fac. Mais je ne connaissais rien à l'artémisinine. Nous nous sommes dit que nous pourrions en produire, ou tout du moins produire quelque chose qui y conduit. Fin 2004, la fondation Bill et Melinda Gates nous a offert une bourse de 42 millions de dollars pour finaliser nos recherches et mettre au point un microbe producteur d'artémisinine, destiné à une entreprise pharmaceutique. Avec le recul, on se dit que tout s'est passé très vite. Mais sur le moment, on voulait aller encore plus vite, car il y avait des gens en train de mourir. Ce produit est aujourd'hui fabriqué à grande échelle, jusqu'à 60 tonnes par an, de quoi traiter 120 millions de personnes. Pari gagné. Designer le vivant comme on le ferait pour une machine, reste à comprendre comment c'est possible. Et pour cela, il faut revenir aux outils de base de la biologie de synthèse. Utiliser, combiner les fonctions que code l'ADN. Jake Isling m'explique que pour comprendre, il faut d'abord se souvenir que chaque organisme, chaque cellule vivante, a une ou plusieurs fonctions. Certaines cellules aident à la digestion, d'autres convertissent la lumière en énergie pour les plantes ou transforment le sucre en alcool, comme le fait la levure, surprenant petit champignon unicellulaire. Mais ces cellules, comment connaissent-elles la nature du travail qu'elles doivent accomplir? Elles ont tout simplement un mode d'emploi, un programme inscrit dans leur noyau, c'est leur génome. Le génome, c'est le livre de la vie. Il décrit l'ensemble des fonctions d'un être vivant. Ce génome, ce livre, est composé de chapitres. On les appelle des chromosomes. Ces chromosomes sont eux-mêmes composés de gènes. Ce sont les phrases du livre. Chaque gène, chaque phrase donc, se lit comme une instruction. L'ensemble des gènes disent à la cellule ce qu'elle doit faire. Et tout cela est écrit avec un alphabet, l'ADN, composé par les fameuses molécules A, G, T, C, pour adénine, guanine, thymine, cytosine, toujours organisées par paires, le A avec le T, le C avec le G. On les appelle les paires de base. Les gènes se transmettent de génération en génération, à l'identique, ou se modifient pour répondre à de nouvelles fonctions nécessaires, à de nouveaux besoins de la cellule pour survivre. Et si on sait les modifier, les assembler, on sait en transformer les fonctions des plus simples aux plus complexes. On peut alors imaginer créer des combinaisons utiles que la nature n'a jamais tentées par le biais de l'évolution. Jake Isling, avec l'histoire de l'artémisinine, a démontré que c'était faisable et industrialisable. Il a transformé une cellule en usine chimique produisant des molécules actives. Et ce concept a permis à la biologie de synthèse de contourner les problèmes qui limitaient auparavant les capacités de production. Il y a de nombreux avantages à produire un médicament par fermentation microbienne plutôt que d'avoir à l'extraire d'une plante. Un des problèmes avec la technique traditionnelle, c'est le temps perdu entre le moment où les paysans ont les semences et celui où les industriels leur passent commande du volume qu'ils souhaitent. Les agriculteurs doivent en effet acheter les semences, planter, récolter. Puis les sociétés pharmaceutiques doivent extraire la molécule de la plante et la transformer en médicament. C'est un processus qui peut prendre entre 14 mois et 2 ans. C'est beaucoup. Et cela crée des fluctuations sur les prix et les quantités disponibles. Ainsi, le prix de l'artémisinine peut varier de 200 $ le kilo à plus de 1100 $. Quand les prix flambent, les pays en voie de développement n'ont pas les moyens d'en acheter.
Quand les prix chutent, les cultivateurs préfèrent se consacrer à une autre culture plus rentable. Jack Isling, ou moi, ou les agriculteurs du tiers-monde, nous sommes tous les mêmes. Quelle que soit l'invention, même d'avant-garde, nous voulons aussi qu'elle soit rentable. Jay n'est plus seulement un chercheur, il a monté une entreprise et il dirige également le J-Bay, un laboratoire cofinancé par le gouvernement américain. A-t-il oublié en route ses belles idées pour sauver le monde ? Je crois au bien fondé d'un capitalisme régulé. C'est un système qui nous a permis d'offrir de nombreux produits aux gens. L'entreprise ne fait pas de profit avec les médicaments contre le paludisme. L'Université de Californie, qui détient le brevet sur mes travaux, a gracieusement cédé la licence du procédé industriel. Mais nous gagnerons de l'argent avec quelque chose qui n'a rien à voir avec les pays en voie de développement. Je ne pense pas que le modèle non lucratif fonctionne pour tout. Et d'ailleurs, l'entreprise reste gagnante, car certes, elle a élaboré un organisme qui produit de l'acide artémisinique, mais il suffit de faire quelques modifications dans sa composition génétique pour lui donner d'autres applications. On voit bien ici tout le potentiel qu'offre la biologie de synthèse. On crée une plateforme extrêmement polyvalente. C'est comme un ordinateur. Vous pouvez l'utiliser pour écrire un document, un livre, ou faire une présentation en public, mais aussi pour réguler et optimiser le chauffage d'un immeuble, ou commander les circuits électroniques de votre voiture. Les ordinateurs peuvent servir à beaucoup de choses, tout comme nos organismes de base. C'est avec ces autres applications, dérivées de la même plateforme que celle qui sert à fabriquer l'artémisinine, que Jack Isling compte gagner de l'argent. En réalité, il peut y avoir de nombreuses applications, comme la production de médicaments ou de saveurs alimentaires et d'arômes pour les glaces et les parfums. On peut s'en servir pour produire du carburant avec un bilan carbone neutre, ou pour produire des molécules de base qui serviront à fabriquer de façon écologique des tapis, ou à les fabriquer avec d'autres caractéristiques spécifiques. Donc ma science est très focalisée, mais elle a de nombreuses applications. En écoutant Jack Isling, je m'interroge sur l'avenir de la biologie de synthèse. Sera-t-elle la nouvelle révolution industrielle tant attendue ? Certains l'affirment déjà. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Nous n'en sommes qu'au balbutiement de la biologie de synthèse. Pour le moment, nous utilisons des microbes que nous avons fait évoluer et avec lesquels il est possible de passer à l'échelle industrielle. Nous savons fabriquer des chromosomes spécifiques. Certains vous diront que c'est une nouvelle forme de vie, mais ce n'est ni plus ni moins qu'une façon de copier ce que la nature nous a donné en faisant quelques changements dans l'ADN. Il faut compter encore de nombreuses années pour qu'on soit en mesure de réécrire entièrement un organisme. Le jour viendra où, pour obtenir une substance chimique particulière, nous fabriquerons sur mesure la cellule qui la produira. J'espère que nous aurons un jour des plantes qui nous aideront à nettoyer notre environnement. Peut-être qu'elles pourront mieux absorber le carbone de l'atmosphère, qu'elles pourront dégrader les produits polluants qui ont été accidentellement relâchés dans la nature. En attendant, l'une des applications phares de la levure de Jack Isling concerne justement une autre des préoccupations majeures de la planète: assurer son approvisionnement énergétique et de manière plus propre. Comme l'affirme Jay, peu de molécules offrent un ratio énergie-volume-simplicité aussi performant que celle du pétrole. Il faudra donc en trouver d'autres, moins polluantes. Et là, pour lui, la biologie de synthèse permettra potentiellement de sortir d'une économie basée sur le non renouvelable à une économie basée sur des ressources inépuisables.
Pourquoi ne pas imaginer faire produire par un organisme vivant ce que la nature n'aurait jamais imaginé lui faire faire? Du carburant directement, en lui donnant juste du sucre ou autre chose à manger. Plus besoin de pomper ou de raffiner, juste de tirer le carburant comme on tire de la bière. Eh bien, ça existe déjà. Et un des nombreux laboratoires qui travaillent là-dessus se trouve en fait juste en dessous de celui de Jay Kissling, dans le même immeuble d'Emeryville. J'ai rendez-vous là-bas avec Joel Cherry, le directeur de recherche. Je m'appelle Joel Cherry et je suis directeur de recherche chez Amyris, ici à Emeryville, en Californie. Notre entreprise travaille dans les biosciences et nous concevons des microbes qui produisent principalement des hydrocarbures. Parmi ceux qui sont commercialisés, il y a un carburant, un diesel, appelé farnésène, et un émollient appelé squalène. Le squalène est un dimère du farnésène. Quand vous sentez du farnésène, l'odeur vous est familière, même si vous avez du mal à dire à quoi ça vous fait penser. Ce produit, on le retrouve naturellement dans de nombreuses plantes et il est particulièrement concentré dans la peau de la pomme verte. Quand on traverse le laboratoire et que les fermenteurs produisent du farnésène, ça sent un peu la pomme verte. Ça ressemble à ça. C'est le résultat de la fermentation. Et ça, c'est du farnésène. Et ça sent la pomme. Le farnésène est une promesse intéressante. Mais chercher à le produire à partir de la peau des pommes vertes serait délirant. Pour obtenir un seul litre de farnésène, il faudrait sacrifier environ 100 000 pommes. C'est là que la biologie de synthèse change la donne. Comme Jay Kissling est resté assez évasif sur la manière dont il transforme sa levure, je demande à Joel Cherry de m'en dire un peu plus sur les techniques utilisées pour modifier le métabolisme de la cellule et lui faire produire autre chose que ce que son génome prévoyait à l'origine. La conversion d'une souche de levure en souche productrice de farnésène ne nécessite l'insertion que d'un seul gène, le gène qui code l'enzyme fabriquant le farnésène. Nous faisons cela en reprogrammant la levure. Nous changeons la transformation habituelle du sucre en éthanol en déroutant cette production pour que le carbone, le sucre que la levure consomme, aboutisse au produit que nous voulons. Nous réécrivons le programme de la cellule de levure avec de l'ADN. Pour cela, nous introduisons soit de l'ADN synthétique, soit de l'ADN provenant d'un autre organisme. Enzymes, codage, gènes, ADN synthétique, pas sûr que cela soit très clair. Déjà, il faut que j'intègre qu'il y a du carbone dans le sucre. Alors pour me faire bien visualiser ce travail délicat de reconstruction effectué à l'échelle nanométrique, Joel décide de m'expliquer les choses dans des proportions plus familières. Il m'entraîne dans les couloirs techniques de l'immeuble. Imaginons qu'une cellule soit comme un bâtiment très complexe, équipé d'un vaste système de canalisation. Le tuyau d'arrivée contient du sucre et il y a des tuyaux qui courent dans tout le bâtiment. Ce qu'on fait, c'est qu'on détourne certains tuyaux pour diriger le flux de carbone, de sucre, vers un endroit déterminé. En détournant ces tuyaux pour maximiser le flux de carbone issu du sucre, pour obtenir du farnésène, nous réduisons la quantité du carbone qui alimente habituellement la levure pour d'autres besoins qui nous semblent inutiles. Nous sommes des plombiers et nous travaillons dans un bâtiment très complexe, dont nous ne connaissons que 50 ou 70% du réseau de tuyauterie. Nous ne voyons pas toutes les connexions et il y a dans l'immeuble des pièces dont nous ignorons toujours la fonction. Incroyable. Tout cet équipement, tous ces investissements, tous ces gens qui travaillent à la fabrication de ce fameux produit, le farnésène, et Joel Cherry, mon plombier, qui m'avoue ne pas connaître la moitié de ce qui se passe réellement à l'intérieur d'une cellule.
ça ne l'empêche pas de faire, avec son équipe, des progrès constants et d'arriver à augmenter peu à peu sa production. En réalité, notre produit final est élaboré en dehors de la cellule, en utilisant de la conception assistée par ordinateur. On utilise des éléments provenant de banques de séquences d'ADN déjà décryptées, c'est-à-dire de manuels d'instruction des cellules que l'on a réussi à déchiffrer. Et on détermine les caractéristiques de la cellule que nous voulons construire. Nous combinons alors ces différents éléments grâce à des outils d'ingénierie génétique. Nous passons ainsi d'une approche très artisanale à une approche industrielle. Au bout du compte, on aboutit à un système fonctionnant selon les principes de l'ingénierie, à savoir conception, fabrication, test, apprentissage. Et nous reproduisons ce cycle de façon itérative, encore et encore, pour améliorer petit à petit le concept de départ. En biologie de synthèse, nous utilisons des éléments standardisés, des procédés et des outils afin de pouvoir automatiser la plupart des étapes nécessaires à l'élaboration d'organismes, un peu à la manière d'une chaîne de fabrication d'une voiture. Le but de la recherche est de maximiser la production. Nous voulons accroître le rendement de la conversion du sucre en produit final, c'est-à-dire augmenter la quantité de farnésène produite par gramme de sucre consommé. Les cellules de levure peuvent produire plus de 2 fois leur poids en quelques heures. Dans ces petites fioles se trouvent les levures les plus performantes que son équipe soit parvenue à mettre au point après avoir amélioré de plus en plus finement les capacités de ces organismes modifiés. Voilà ce qui doit partir pour le Brésil. Joël Chéry est maintenant prêt à passer du laboratoire à la production sur une échelle beaucoup plus grande. Le Brésil, j'adore. Joël m'a donné rendez-vous à des milliers de kilomètres de la baie de San Francisco, dans une petite ville au cœur de la province de Sao Paulo. Je retrouve Joël Chéry au beau milieu de plusieurs hectares de champs de canne à sucre, et partout flotte dans l'air une vague odeur de pommes. Rien d'étonnant, puisque c'est là que se trouve l'usine de fabrication de son carburant. Pratique, la levure gloutonne qu'il a ramenée de Californie va avoir ici toute la nourriture nécessaire pour se reproduire et se mettre au travail. Parce que c'est un organisme vivant qui se multiplie, il en faut peu au départ. On le cultive dans des réservoirs géants de 200 000 litres ici au Brésil où la production se fait. Notre usine a une capacité d'environ 40 millions de litres par an. Nous l'avons implantée juste à côté d'une sucrerie. Un énorme tuyau relie notre usine à la sucrerie. Ce tuyau déverse le sucre de canne directement dans une cuve en acier qu'on appelle le fermenteur. Tout ce que nous avons à faire, c'est de mettre dans le fermenteur nos cellules de levure avec quelques vitamines. Nous laissons la levure se développer pendant 2 semaines. D'un côté, nous l'alimentons régulièrement en sucre, et de l'autre, nous retirons le produit fabriqué. Dans le fermenteur, 3 couches se forment. Les cellules de levure se déposent au fond. Puis au milieu, on a le jus de sucre. Comme il n'y a plus de sucre, c'est plus ou moins de l'eau. Et enfin, tout en haut, on a le carburant. On sépare la levure, l'eau et le carburant, et on se retrouve avec un produit composé à 95% de farnésène. On le distille pour obtenir un produit pur à 98 ou 99%. C'est vraiment un procédé simple. Est-ce qu'au moins le carburant produit ici va pouvoir rapidement concurrencer puis remplacer le pétrole? Pas vraiment, pas tout de suite. Le pétrole reste toujours bien moins cher à produire que le farnésène, dans un rapport de 1 pour 7. Et ceux qui tirent profit des énergies fossiles ont encore de beaux jours devant eux. Aujourd'hui,
seuls quelques bus roulant au Farnesen circulent dans les rues de Sao Paulo. Mais cela ne durera pas. Le jour où le prix du pétrole augmentera, les entreprises dans le domaine de l'énergie se tourneront toutes vers le biofuel à toute vitesse. Elles le savent bien. Et c'est pourquoi elles investissent toutes déjà dans la biologie de synthèse. C'est pour le moment grâce aux produits cosmétiques que l'entreprise de Joel Cherry trouve des débouchés rentables. Et ce serait ça aussi, la biologie de synthèse. Rendre le rare et le précieux accessible au plus grand nombre. Mais aujourd'hui, la rentabilité est difficile à trouver. Et d'ailleurs, en termes économiques, les chiffres officiels sont eux aussi difficiles à trouver. Aucun expert financier ne se risque par exemple à des prévisions hasardeuses sur la valeur globale du marché de la biologie de synthèse. Une société comme Evolva en Europe a développé des cellules capables de produire la molécule du safran si convoitée depuis des millénaires. Pour avoir 1 kilo de safran, il fallait jusqu'à présent récolter 200 000 crocus. Et aujourd'hui, une simple cuve à fermentation permet d'en produire autant. La même entreprise, Evolva, mise encore sur le resveratrol, molécule contenue dans le vin rouge et à laquelle certaines études prêtent des effets bénéfiques sur la longévité des mammifères. Mais pour atteindre le seuil d'efficacité, il faut boire 6 bouteilles par jour, ce qui n'est pas non plus sans conséquence sur la longévité du mammifère en question. Avec la biologie de synthèse, plus besoin de boire pour vieillir plus lentement. Et tout ça, toutes ces promesses, tous ces produits, voient le jour juste dans une cuve à fermentation qu'on pourrait presque tous bientôt avoir chez soi. Pour les chercheurs, mais aussi pour les étudiants, le Graal, c'est de trouver la bonne combinaison de gènes, la bonne formule, pour concevoir la cellule fabriquant le produit rare et précieux. Et là, ce serait le jackpot. La biologie de synthèse envisage d'autres manières de produire, d'autres manières de rechercher, hors des sentiers battus. Et même à la maison, dans son garage. C'est justement le projet de Thomas Landrin et de son labo, pas comme les autres, la Paillasse, en France, à Paris. Retour au bercail. Bonjour. Bonjour, Thomas. Thomas Landrin. Bienvenue à la Paillasse. Alors ici, vous êtes installé depuis combien de temps? Ça fait un peu moins de 2 mois. Moins de 2 mois? C'est vraiment tout neuf. Juste avant ça, on était dans un squat à Vitry-sur-Seine. Et donc pour nous, ça correspond en fait à un saut immense. Je m'appelle Thomas Landrin. Jusqu'à présent, j'ai été un étudiant en thèse de doctorat en biologie synthétique. Et en parallèle, j'ai monté la Paillasse, qui maintenant en fait m'occupe à plein temps. J'ai toujours été un grand rebelle. J'ai toujours aimé faire les choses par moi-même. Et à un moment donné, lorsque je ne trouve pas la liberté suffisante dans mon propre espace professionnel, j'ai tendance à le quitter et à faire les choses par moi-même. Pour moi, finalement, la Paillasse, ça a d'abord été l'opportunité de créer mon propre laboratoire pour y faire les projets que je souhaitais. Là, on a 2 autres pièces, donc on a une autre derrière. Ces 2 pièces-là, en fait, vont être utilisées pour des gros programmes. La Paillasse, c'est un laboratoire ouvert et citoyen, et communautaire, pour les biotechnologies et plus largement toutes les nouvelles technologies. L'idée étant de mettre à disposition un espace où on puisse vraiment expérimenter et provoquer des rencontres qui sont propices à déclenchement d'idées nouvelles autour de l'utilisation des nouvelles technologies. On a essayé de recréer un espace de liberté. C'est un espace où on veut pouvoir donner à une personne qui a des idées la possibilité de travailler sur ce qu'elle veut, comme elle veut et avec qui elle veut. On est vraiment ici finalement en train de réaliser ce qu'ont déjà fait dans les années 70 les geeks et les hackers. Le mythe des garages de la Silicon Valley, où des bidouilleurs ont fait émerger quantité d'entreprises à succès, fascine. Thomas Landrin, qui a travaillé dans des laboratoires institutionnels, est convaincu que ce modèle peut être transposé dans le domaine de la biologie de synthèse. Il peut apporter de la fraîcheur. Mais moi je m'interroge. Un laboratoire manipulant des produits chimiques ne demande pas tout à fait les mêmes installations que celui d'un ingénieur en informatique. Il y a des outils spécifiques,
des règles de sécurité à respecter. Pourtant, pour Thomas Landrin, la meilleure preuve des possibilités qu'offrent les Garage Labs, les laboratoires de garage, c'est encore le projet qu'il a lui-même développé, celui d'une encre biologique. À la Paillasse, un de nos projets phares aujourd'hui, c'est un projet qui permettra à chacun de faire pousser sa propre encre de manière biologique. Il faut savoir que les encres aujourd'hui font partie des éléments les plus polluants sur la palette. Ils sont faits entre autres de métaux lourds et de solvants assez crado. L'idée était, amener en fait une alternative biodégradable à ces encres-là, et 2, penser finalement à une alternative qui pouvait donner une certaine autonomie. Donc c'est via une discussion que j'ai pu avoir avec une designer, Marie-Sara Denis, qu'on est amené à imaginer en fait un stylo qui produirait lui-même son encre. À la place d'avoir une cartouche, on aurait un bioréacteur à l'intérieur avec des bactéries. Ces bactéries produiraient des pigments et on utiliserait ces pigments pour écrire. Et en échange, on nourrirait les bactéries et au final, c'est comme si on devait nourrir notre propre stylo. Même si l'idée était totalement folle, on est parti plutôt en fait sur l'idée d'utiliser une bactérie naturelle au sein de notre écosystème qui pouvait remplir ce rôle-là. Après à peu près 1 mois de recherche dans les bibliographies scientifiques, j'ai réussi à trouver une bactérie candidate qui était non pathogène, qui pouvait pousser facilement, qui produisait massivement en fait un pigment bleu. Tu la nourris simplement avec des éléments nutritifs un peu classiques, du sucre, un peu d'azote, de phosphate, etc. Et ce pigment n'est pas toxique et surtout il est biodégradable. Ça veut dire qu'on pourrait très bien le réutiliser à terme pour nourrir un autre micro-organisme qui pourra produire d'autres choses. Et ça, aujourd'hui, la biologie synthétique va nous permettre d'arriver à des résultats qui vont être très concrets et je pense relativement rapidement. On a ici en fait une matière qui est très intéressante, que les gens peuvent faire pousser eux-mêmes chez eux, donc ils ont juste à faire une petite culture de bactéries. C'est une technologie qui sera open source, c'est-à-dire qu'elle sera partageable. Ce qu'on souhaiterait éviter, c'est que derrière, des grandes multinationales qui ont des capacités en fait, d'inonder le marché puissent se la réapproprier. Donc on va probablement être obligé de poser un brevet avec derrière des licences libres et gratuites. D'accord pour l'esprit général. Les Garage Labs, ces laboratoires collaboratifs, font fureur un peu partout dans le monde. Je relativiserai juste tout de même sur la dimension des projets qui y sont réellement développés. Petits. Cependant, comme la biologie de synthèse utilise d'abord des briques existantes, ce n'est pas tant la technologie qui prime, mais avant tout l'idée. On n'est donc pas à l'abri d'une découverte intéressante émergeant de cet univers de hackers. Reste que je ne suis pas forcément rassuré quant à l'utilisation de produits ou d'organismes potentiellement dangereux sans aucun contrôle. Aujourd'hui, clairement, il n'y a pas de vraie surveillance dans ce qu'on pourrait appeler les garages. C'est-à-dire vraiment en fait, ces lieux qui sont en dehors des régulations et qui sont justement en dehors de la visibilité, en tout cas des forces de régulation nationales. Alors faut-il avoir peur ? Aujourd'hui, fabriquer un virus synthétique, c'est extrêmement difficile. C'est même pas une question d'avoir du matériel ou pas, ou d'avoir de la connaissance, c'est une question de savoir-faire, d'expérience. Et il y a une certaine forme de transparence qui fait qu'en général, lorsqu'une personne part sur une mauvaise piste, on est très rapide à le remettre sur le droit chemin. Il y a un cadre de travail à respecter, on ne travaille pas avec les organismes pathogènes, il faut avoir des licences pour ça, il faut être équipé pour ça. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là qu'on a mis en place le premier code éthique des biotechnologies. La Paillasse aujourd'hui est probablement un des plus grands biohackerspace du monde. Je pense qu'on va être rapidement rejoint par d'autres espaces, comme celui-ci ailleurs dans le monde, mais j'imagine que d'ici 5 ans, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait pratiquement une centaine. On a déjà commencé à mettre en place un réseau. On a par exemple des paillasses à Bordeaux, à Lyon, également à Lausanne, et on a également une paillasse en construction à Manille, aux Philippines. Thomas Landrin, décidément, voit large. C'est vrai que lorsque l'on regarde le succès que connaissent les rencontres, les événements liés à la biologie de synthèse, il y a de quoi être ambitieux. La référence en la matière est sans doute l'IGEM, un événement organisé chaque année à Boston par quelques-uns des pères fondateurs de la discipline, tous issus du prestigieux MIT. Thomas Landrin lui-même y a participé
et sur ses conseils, je décide d'y faire un tour. Depuis 2004, cette compétition voit des étudiants du monde entier concevoir des cellules aux propriétés innovantes. Ils travaillent à partir d'une bibliothèque de biobriques, des gènes répertoriés dans les génomes du vivant et codant chacun une fonction biologique spécifique. Les composants qu'ils inventent rejoignent en retour cette base de données sur le mode de l'open source. Il y a de tout, des projets les plus sérieux aux plus fantasques, et dans une atmosphère impressionnante d'émulation permanente. Et voilà que j'y rencontre un personnage inattendu au milieu de tous ces jeunes chercheurs, un agent du FBI. Comme quoi, mes préoccupations sur la sécurité seraient partagées par d'autres. Je m'appelle Ed Yu. Je travaille à la direction des armes de destruction massive du FBI. Je suis superviseur dans l'unité de lutte contre les menaces biologiques. Notre unité a pour mission de développer la réflexion sur la protection des sciences de la vie. Sur la prévention, la détection et la dissuasion d'acquisition d'armes biologiques. Le FBI sponsorise l'IGEM depuis 2009. Nous sensibilisons les étudiants. Tous les ans, nous organisons ici un atelier de travail sur la biosécurité dont le thème est le futur de la protection de la science. Donc ça, c'est quoi ces cartes? Ce sont des cartes éducatives à collectionner sur la biosécurité. Le parcours de Ed Yu montre l'évolution de la préoccupation des gouvernements vis-à-vis de la science et des questions de sécurité. Avant de rejoindre le FBI, je travaillais dans le domaine de la biochimie et de la biologie moléculaire. J'ai fait notamment des recherches en thérapie génique et j'ai travaillé pour une entreprise de biotech dans la recherche contre le cancer. Après le 11 septembre 2001, le FBI a élargi sa base de recrutement en engageant des personnes comme moi, des informaticiens ou des gens maîtrisant des langues étrangères. Nous accueillons le FBI, représenté par Ed Yu. Nous vivons dans un monde différent. Et le FBI doit s'y adapter. Nous ne pouvons plus nous contenter d'intervenir une fois que le crime est commis. Nous devons être proactifs. Nous devons nous assurer qu'un événement comme celui du 11 septembre ne se reproduise plus jamais aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. C'est devenu notre priorité. Nous ciblons la jeune génération. Ces étudiants sont les scientifiques de demain, les PDG de demain, les législateurs de demain. L'histoire nous a montré qu'à chaque innovation ou avancée scientifique, la législation a toujours eu un temps de retard. On publie aussi nos propres conférences. En fait, dans mon programme, le FBI sponsorise aussi des conférences. Nous voulons donc éveiller les consciences sur ce retard. La meilleure façon de résumer notre message serait « pas sous mes yeux ». Cela veut dire que tant que je serai là, que je sois étudiant, scientifique ou homme d'affaires, je ferai à chaque instant mon possible pour évaluer les risques encourus, empêcher activement ou signaler aux autorités compétentes tout mauvais usage, abus ou exploitation. Les spécialistes capables d'identifier les nouveaux défis de sécurité seront ces mêmes étudiants, parce qu'ils seront les mieux placés pour dire au FBI quoi faire. Et parce qu'ils seront conscients des risques et des dangers, ils pourront identifier les vulnérabilités du système et nous prévenir. Nous devrons travailler avec eux. Le FBI aura besoin de leur expertise pour l'éclairer, le guider dans ses enquêtes et déterminer si tel événement est accidentel ou non. Pour Ed Yu, il ne faut donc pas minimiser les risques. Et plus encore, vu l'étendue des champs d'application potentiels de la biologie de synthèse, il est même compliqué aujourd'hui de les évaluer tous. En tout cas, le FBI,
plutôt que d'être appelé à la rescousse, a vraiment pris les devants. Mais je doute que de miser uniquement sur la bonne conscience collective, sur le « not on my watch », c'est-à-dire sur une surveillance mutuelle de chercheurs se dotant d'un code de conduite, suffira à balayer toutes les craintes liées à la biologie de synthèse. Ce mode d'action est aussi révélateur de l'impuissance des agences à tout surveiller. En plus, il faut aussi ajouter que les craintes de dérive de la science ne se limitent pas aux problèmes de sécurité. Nombreuses sont les ONG qui tentent d'alerter le public et les politiques sur d'autres conséquences. Pour aborder ces questions, je suis cette fois à Montréal, au Canada, pour retrouver l'un de leurs représentants, Jim Thomas. Je m'appelle Jim Thomas, je suis directeur des programmes de l'Etc. Group, une organisation non gouvernementale. Notre mission consiste à mesurer l'impact des nouvelles technologies sur la société, l'environnement et l'économie. Jim Thomas surveille, critique et parfois dénonce les travers des technosciences. S'il s'en est pris récemment aux nanotechnologies et à la géo-ingénierie, sa cible favorite aujourd'hui, c'est à coup sûr la biologie de synthèse. La nature n'est pas une machine. L'idée que l'on est capable d'améliorer la nature est particulièrement naïve. La nature est d'une complexité qui doit être comprise. Et cette complexité n'est pas seulement d'ordre écologique, mais sociale et économique aussi. Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que le domaine de la biologie synthétique repose sur des idées très simplistes, qui ne sont peut-être même pas justes. Les biologistes synthétiques travaillent dans leur laboratoire sur des applications très spécifiques. Ils ont des œillères. Ils ne voient pas la complexité du contexte social, des écosystèmes dans lesquels leurs organismes vont être diffusés. D'ailleurs, quand on leur parle, ils finissent par admettre qu'ils n'ont pas le loisir de seulement commencer à réfléchir à cette complexité. Jim est donc particulièrement préoccupé par la prétention des ingénieurs du vivant, voire leur aveuglement. Il voyage à travers le monde pour essayer de mobiliser la société civile. Cette fois, il m'entraîne en Tunisie, où il participe au Forum social mondial, dont un des volets est consacré à la science. Un pays en pleine ébullition vers lequel convergent des militants du monde entier. Après sa première intervention à l'université de Tunis, Jim Thomas se rend dans la médina de la ville. Il veut me montrer quelques exemples de production, de modes de fabrication traditionnels que la biologie de synthèse se propose de remplacer. Pour lui, ça signifie la mort des petits producteurs. Et même le produit, qui semble le plus utile, est critiquable à ses yeux. Il n'hésite pas à attaquer par exemple l'idée de la fabrication de la levure produisant l'artémisinine. Elle semble pourtant être d'un grand bénéfice pour l'humanité. On prétend qu'en permettant la production massive de médicaments contre la malaria, l'artémisinine marque une grande avancée dans l'éradication de la maladie. Or, on oublie de dire que l'artémisinine, extrait de l'armoise annuelle, est déjà cultivée par des centaines de milliers d'agriculteurs dans le monde.
La question qui se pose aussitôt est de savoir ce que ces gens vont devenir. S'il n'y avait pas assez d'artémisinine, s'il n'était pas possible de s'en fournir suffisamment auprès de ces cultivateurs, cela aurait peut-être été une bonne chose, mais ce n'est pas du tout le cas. Loin des labos high-tech et des industries, Jim Thomas s'intéresse donc avant tout à l'humain, aux producteurs les plus fragiles. Cet exemple nous montre les répercussions économiques considérables que peut provoquer une production de composants commercialement intéressants par le biais de la biologie de synthèse. Mais une autre problématique focalise son attention, celle qui concerne le sucre. Le sucre, c'est la matière première de la biologie de synthèse, utilisée dans de multiples projets et sur laquelle l'offre risque de se tendre ou la demande de générer toutes sortes d'excès. Le système actuel, c'est qu'on nourrit des organismes génétiquement modifiés avec de grandes quantités de sucre. À petite échelle, cela peut ne pas poser de problème. Mais dès que l'on parle de production massive, comme c'est le cas pour les biocarburants ou pour les plastiques, il faudra des quantités astronomiques de sucre. Or, la production de sucre, notamment de canne à sucre au Brésil, entraîne toutes sortes de problèmes environnementaux et sociaux, comme l'accaparement des terres. L'expansion de cette culture mène à la destruction des régions les plus fragiles du Brésil. C'est potentiellement une tendance très nuisible écologiquement. Alors l'industrie de la biotechnologie dit « Ok, on ne va pas retirer quoi que ce soit à la terre, on va se tourner vers la mer ». En cultivant par exemple des algues au large des côtes chinoises ou chiliennes. Mais là encore, cela ne sera pas sans implication écologique. Il n'est pas possible de produire de grandes quantités de quelque chose à partir du vivant sans perturber l'écologie globale et sur une grande échelle. J'ai parfois l'impression, en entendant Jim Thomas, qu'il est toujours contre. Contre les technologies, contre les grandes entreprises. Mais c'est sans doute son rôle d'être contre. Car il faut un contre-pouvoir, un contrepoids à l'enthousiasme général et au buzz frénétique que génère la biologie de synthèse. Les techniques utilisées en biologie synthétique pour créer de nouveaux systèmes vivants sont incroyablement excitantes et intéressantes. Et je pense qu'elles sont très utiles notamment pour affiner notre compréhension du vivant. Ces travaux ont une valeur considérable pour la science quand ils restent dans le cadre des laboratoires. Ce qui m'inquiète, c'est quand ces techniques sont mises sur le marché et utilisées à échelle industrielle sans que l'on en mesure véritablement les implications. Tant que la société ne saura pas gérer de tels bouleversements, une prudence extrême est de mise. La prudence, c'est bien, les mots sont forts. Mais ce ne sont pas eux qui concrètement font changer les choses. Alors j'interroge Jim Thomas sur les solutions possibles que son groupe a imaginées. Ce qui pourrait arriver de mieux, c'est que l'ensemble des gouvernements du monde disent « Attendez une seconde, si cela permet autant de choses, et si cela doit avoir des répercussions aussi importantes, ralentissons. Prenons le temps de réfléchir avant de commercialiser ces technologies ou d'y exposer notre environnement. » Il faudrait pour cela une vraie gouvernance mondiale et la volonté d'aller au-delà de ce que disent les industriels et le petit groupe de scientifiques qui contrôlent le débat. Ce serait la plus sage des décisions à prendre pour les 150 ans à venir. Quel que soit le domaine de recherche, la communication entre scientifiques et citoyens doit s'élargir. Car ces ingénieurs du vivant, en réussissant à faire évoluer l'évolution, pour fabriquer ce que la nature n'aurait jamais imaginé faire, ont initié une révolution technologique qui dépasse sans doute toutes celles que notre monde a connues. Une révolution, je crois qu'il serait dommage de torpiller. N'a-t-elle pas beaucoup à nous offrir, beaucoup à nous apprendre sur le vivant ? Elle peut aider notre société à progresser, à consommer moins et mieux, à préserver l'environnement,
à trouver d'autres thérapies pour faire face à la maladie. Mais malheureusement, il y aura des erreurs, il y aura des accidents. Il y en a toujours eu. Il serait prétentieux d'affirmer le contraire. Saurons-nous les anticiper? Saurons-nous être prêts à les affronter? Ces questions mériteraient un autre voyage. Décidément, il reste encore temps à découvrir.